Le cercle RH pour débattre d'un sujet important, la place des femmes, les femmes de plus de 50 ans dans l'entreprise, leur place, leur évolution et leur bien-être, avec des sujets très connexes, de la ménopause à leur situation d'aidante, à leur capacité ou pas d'ailleurs à grimper l'échelle de la hiérarchie, des sujets qu'on va aborder ensemble avec mes invités. Puis je suis avec Caroline de Senneville, comme chacune de nos émissions hebdomadaires. Bonjour Caroline, journaliste, chroniqueuse, journaliste chez Décideur RH et chroniqueuse ici dans notre émission. À vos côtés, Julia Nelbis. Bonjour Julia, ravie de vous retrouver, cofondatrice de TIL. Vous nous expliquerez les outils, ce que vous mettez en place très concrètement chez vous, justement pour les accompagner, ces femmes seniors ou femmes expérimentées, puisqu'on le dit aussi, c'est un vilain mot, senior, on va essayer de le retirer de notre bouche. Laetitia Vito est avec nous, ravie Laetitia de vous accueillir en vrai, on s'était vu en distance. L'atout âge, c'est votre dernier livre, 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force chez Erol. Vous êtes conférencière et vous allez nous éclairer peut-être à travers les outils que vous proposez dans votre ouvrage. Et puis enfin, Léa Binet-Ferté. Bonjour Léa. Vous êtes directrice générale adjointe de Great Place to Work France. On va parler avec vous à la fois de faire une photographie puis essayer de voir concrètement les solutions, parce que c'est intéressant, c'est les solutions. Caroline, quelques mots, parce que je sais que tu as potassé ce sujet. Qu'est-ce qui ressort quand on parle de ce sujet des femmes seniors ou des femmes expérimentées de plus de 50 ans? Et vous connaissez mon goût pour les chiffres, donc je vais en donner quelques-uns. Mais oui, on aime ça chaque semaine. La combinaison du sexisme et de l'agisme frappe de manière assez spécifique les femmes dans le monde du travail, qui sont souvent considérées comme dépassées, là où l'âge chez les hommes, c'est valorisé, c'est associé à du charme, du pouvoir, du charisme. Décrochage dans la carrière, charge liée à l'aidance, invisibilisation. Être une femme âgée de plus de 45 ans en entreprise, c'est la double peine. 2 chiffres peut-être pour introduire le débat. On y va, voilà. Selon la DARES, le taux d'emploi des femmes entre 55 et 64 ans est de 57,2% contre 59,7% pour les hommes. Vous me direz, c'est un écart que de 2 points. Mais ça ne doit pas cacher une réalité, c'est que les femmes ont des carrières de plus en plus hachées et les emplois qu'elles occupent sont moins valorisés. Et peut-être un autre chiffre, selon une note qui a été réalisée par vous, Laetitia, et la Fondation des femmes, le fait d'être une femme au lieu d'un homme coûte aux femmes environ 157 245 € sur 20 ans. La facture est élevée. C'est impressionnant. Vous ne contestez pas l'analyse et les chiffres de Caroline. Le choix d'avoir écrit ce livre, L'atouage, au sens de... Ce sont des pépites. Alors, il y a aussi des hommes expérimentés qui en sont, mais les femmes sont impactées par des sujets très particuliers. Vous êtes d'accord avec ça? Différents de ceux des hommes? Absolument. Il y a quelque chose de spécifique dans l'agisme et dans la manière dont il frappe les femmes à tous les âges, à tout âge, même les plus jeunes ont du mal à installer leur légitimité, à être prises au sérieux. On les traite d'assistantes, par exemple, on les regarde pas parce qu'on pense que c'est pas l'interlocuteur principal. Quand elles arrivent, ça existe encore ça? Énormément. D'accord. Et ça touche un peu plus les femmes que les hommes, même si les jeunes en général peuvent souffrir de ne pas être pris au sérieux. Ensuite, elles sont à l'âge où elles pourraient être enceintes. Alors, on peut les soupçonner de ne pas être pleinement engagées dans leur travail, même quand elles ne veulent pas d'enfants. Et puis, sans transition, on passe à ce que les chercheurs appellent la ménopause sociale, c'est-à-dire, c'est comme si elles portaient une étiquette périmée dès la quarantaine, etc. Et donc, évidemment, il leur reste 25 ans à cotiser, voire plus. La carrière n'en est qu'à peine à la moitié. Et c'est très compliqué de la faire durer sur 43, 44, 45 ans. C'est plus compliqué pour les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez chez TIL de cette situation? Est-ce qu'elles ne sont pas aussi victimes, comme quelque chose d'un boulet qu'elles traînent depuis longtemps, d'un syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur, comme on l'appelle? Jusqu'à 45, 50, je ne suis pas légitime, je ne peux pas accéder à ce poste, j'ai trop de contraintes personnelles dans ma vie. Est-ce que ça joue, ça, quand même, ce syndrome de l'imposteur qui pèse sur les épaules des femmes? Alors, il y a une forme d'autocensure, donc on appelle aussi et qu'on résume parfois le syndrome de l'imposteur. Et puis il y a la censure qui est appliquée par les autres via les biais, notamment via, on parlait du sexisme, de l'agisme, etc. Et effectivement, ce qu'on voit, nous, c'est que c'est tout au long de la carrière ou de la vie. Alors, c'est ce qu'on voit, nous. Là, il se trouve qu'on vient de sortir un baromètre de la santé mentale des étudiants, et ça se voit aussi dans la vie étudiante. Dans la vie étudiante, les étudiantes sont plus à même d'avoir des problèmes liés à leur santé mentale, notamment que les hommes, plus exposés à des violences, etc. Et donc, ça part de cette vie étudiante, ça se voit aussi dans l'entrée dans la vie active. Au long de la vie active, vous mentionniez donc l'arrivée potentielle de la parentalité, en tout cas de la maternité, qui entraîne des congés maternité qui sont encore mal gérés.
des intentions qu'on prête à tort ou à raison sur le fait qu'on va ralentir sa carrière, et encore une fois, par autocensure ou par censure. Ou par discrimination, parce que là, on parle de discrimination. Utilisons le mot. Vous en pensez quoi, Léa, vous qui auditez les entreprises? Est-ce qu'il y a un lien fort entre une entreprise qui fait des choses positives, des formations d'empowerment, d'accompagnement, de faire grandir ces femmes, et les résultats de l'entreprise? Parce qu'on le voit sur plein d'autres sujets. Est-ce que sur ce sujet-là, on voit bien ce lien fort ou pas? Ah oui, c'est très net. On réalise aussi des études auprès des salariés français et en même temps auprès de, effectivement, nous, notre méthodologie, c'est de réaliser des baromètres auprès des salariés des entreprises. Et effectivement, on voit un écart considérable entre la perception des femmes dans les entreprises qui sont les plus vertueuses en faveur de l'égalité professionnelle et la perception des femmes en général dans l'emploi en France. Mais juste, je le pose sur la table à vous quatre, parce que je suis entouré de 4 femmes. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait, même si on a fait des efforts grâce à des lois, Rixin notamment, mais de la place des femmes à des postes hiérarchiques qui permet aussi de créer des effets ambassadeurs, des effets miroirs? Est-ce que leur position, leur difficulté, elle n'est pas liée à un monde un peu patriarcal, très, très masculin? Peut-être ou pas? Il y a une sorte de cercle. Non, mais faites-vous plaisir, vous pouvez dire le manque de rôle modèle. Non, mais c'est sûr que le manque de rôle modèle n'aide pas, évidemment. Caroline, vous vouliez apporter un autre éclairage sur un autre chiffre, et puis aussi une situation, je dirais, liée à l'âge chez les femmes, qui n'est pas une situation que vivent les hommes, qu'aucun homme ne peut vivre. On parlera de la ménopause. Pour le chiffre, juste selon l'AEF Info, dans les entreprises du CAC 40, les femmes représentent en 2025 environ 28,2% des membres des COMEX. La loi Rixin demande d'atteindre le seuil des 30%, donc il y a quand même encore un peu de travail. Le rôle modèle. Le regard que porte une femme dans son évolution professionnelle avec tous les sujets qu'on a évoqués. Le regard sur elle, 45 ans, tu étais un produit périmé. Comment elles font pour survivre en entreprise, ces femmes? On voit une première génération émerger quand même. Donc là, ça commence à arriver, ces rôles modèles, et ça nous rassure, nous autres cadras, de voir des quinquas ou des sexas émerger, prendre la parole, ne pas disparaître, refuser de disparaître. Mais elles sont encore trop peu nombreuses, et souvent ces femmes-là qui ont réussi, qui ont joué des coudes pour y arriver, elles ont vraiment été dans les codes masculins de la réussite. Et parfois, donc c'est des hommes en jupe, en fait. Elles ont accepté de faire tous les sacrifices et de jouer avec les codes qui n'étaient pas ceux qu'elles avaient mis en place eux-mêmes. Vous parlez parfois en off, qui ne le dit jamais sur un plateau de télé, qui vous dit: j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant pour pouvoir avoir une carrière qui me permette d'accéder au poste le plus élevé. Vous êtes d'accord? Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui sur ce plateau, disiez que vous étiez mère de famille, engagée dans un équilibre vie pro, vie perso. Je pense que les deux situations existent. Il y a aussi plus de rôles modèles qui sont des femmes épanouies, qui ont des enfants. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être une femme épanouie, mais il faut pouvoir avoir un rôle de parentalité épanouie et être successful dans le business, évidemment. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on manque encore de rôles modèles? C'est évident. Il y en a de plus en plus quand même. Quand on voit les classements qui sortent, je trouve, qui aident d'ailleurs, où on a maintenant le classement des 50 above 50 de Forbes, qui est super important, parce que c'est bien aussi de rappeler qu'il y a des femmes extrêmement aspirationnelles, qui ont des parcours exceptionnels et qui ont plus de 50 ans, et aussi les 30 under 30, 40 under 40, etc. Donc il y en a, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. On est presque à 30%, mais en fait, on devrait tous aspirer à 50%. Et pas que dans les COMEX, mais aussi dans les rôles de CEO, parce que quand on va chercher dans les directions générales, etc., on est nettement en dessous des représentations dans les COMEX. Les salaires, c'est quand même des femmes, quand on les interroge, qui considèrent qu'elles sont moins bien payées que les hommes. Et donc il y a toujours cette espèce de sentiment de faire plus en étant moins payé et de devoir toujours prouver plus à l'égard des hommes. Juste un mot sur l'enjeu de la ménopause, qui est un peu l'angle mort, c'est-à-dire que c'est un peu le sujet tabou, personne n'en parle vraiment. Est-ce qu'il faut des programmes d'accompagnement? Est-ce qu'on doit poser ce sujet dans les entreprises? Est-ce que vous, chez TIL, vous portez ces sujets au sens de la pédagogie auprès des équipes RH? Comment on en parle de ce sujet? Bien sûr, alors tous les sujets, c'est vrai pour tous les sujets tabous, donc il y a des sujets qui l'étaient il y a encore 10 ans qui le sont moins. La ménopause, ça reste un sujet qui est assez tabou, en tout cas un angle mort, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, il faut accompagner, notamment nous, on accompagne avec des programmes qui traitent plutôt de la ménopause sous l'angle des difficultés ou des troubles que ça peut apporter sous
sur la santé mentale. Les conséquences de la ménopause. Exactement. Irritabilité, problème Bouffée de de chaleur. sommeil, exactement. Problème Problème de concentration. de concentration, etc. Et Dépression. il faut absolument, effectivement, traiter ça et traiter ça en entreprise. Et il y a juste quelque chose qui est important sur ce point-là, c'est qu'il faut accompagner les femmes, évidemment, Ouais. et donc typiquement les femmes en Mais périménopause, les hommes. ménopause, Et mais les aussi les managers. hommes, les managers, les structures, les organisations pour transformer la culture sur ces sujets-là, parce que ça ne doit pas être un sujet que de femmes, la santé mentale des femmes, la santé des femmes, la représentation des femmes dans le monde du travail. Mais Laetitia, vous êtes dans ce livre, vous valorisez aussi ces femmes. C'est une manière aussi de les aider, de les accompagner, parce que vous partiez du principe qu'elles ont des compétences, de grandes compétences, ce sont des pépites. Est-ce que leur santé mentale est plus impactée que celle des hommes, alors qu'on n'a jamais autant parlé d'enjeux de santé mentale chez les étudiants, chez les salariés, chez les dirigeants? Est-ce que les femmes sont plus impactées pour les raisons qu'on évoque? Agisme, ménopause, discrimination. Elles sont souvent les aidantes aussi, ces femmes. Clairement, les chiffres nous montrent que les femmes sont plus impactées sur les sujets de santé mentale et en particulier après 50 ans. C'est vrai qu'il y a vraiment un écart, même si des hommes aussi peuvent en souffrir. Et le mauvais accompagnement de la ménopause fait partie, ou le fait de ne pas l'avoir, de l'ignorer, de ne pas le mettre, de la nier, exactement. Donc les femmes n'en parlent pas, c'est tabou. On préfère surtout que ça ne se sache pas parce qu'on a peur que ça soit utilisé contre soi, en fait, comme égal périmé. Et donc ça reste... on a toujours la situation où le persona par défaut dans l'entreprise, c'est un homme jeune, valide, etc. Performant, Voilà. Alors, invincible. on peut être performante tout en étant en périménopause et ménopausée, il n'y a pas de problème, mais par contre, on ne peut pas nier le corps. Et on peut nier le corps de personne, les hommes non plus. Et ce qui est encore plus tabou que la ménopause, c'est l'andropause. Or, les symptômes Absolument. sont curieusement identiques. Alors, c'est simplement un petit peu plus tardif et un petit peu plus progressif. C'est-à-dire, quand on regarde les courbes de changements hormonaux, c'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a quand même plein de parallèles. Et le fait de parler des corps dans leur diversité, et même, pourquoi pas, des hormones, ça permet de créer un environnement de travail qui est inclusif et qui permet à tous d'être plus performants au travail. Caroline, vous vouliez nous éclairer? D'autant plus que... Et peut-être pas sur un chiffre cette fois-ci. Non, pas sur un chiffre, mais d'autant plus que l'entrée en ménopause physiologique concerne 500 000 femmes par an en âge de travailler. Mais il faut libérer la parole là-dessus. Il y a quand même eu un rapport parlementaire qui a été remis en avril dernier, qui formule 25 propositions pour faire de la ménopause une priorité de santé publique. Oui. Et pour inciter les managers, les DRH, toutes les entreprises à le prendre en compte. Parmi les recommandations, il y a le fait d'intégrer l'enjeu de la ménopause dans la visite médicale de mi-carrière à 45 ans, de créer un guide ménopause sur le lieu de travail pour les managers et les salariés aussi. C'est vrai. Et d'encourager, je cite, l'élaboration d'un diagnostic suivi d'un plan d'adaptation des conditions de travail à l'échelle de chaque établissement. Ce qui veut dire quand même, vous qui observez, qui faites des baromètres, c'est quand même former les managers à, lorsqu'on y a les entretiens annuels et qu'on pose des sujets sur la table, à être capable aussi d'embrasser ce genre de sujet quand même. Oui, complètement. Quand on est un homme, c'est un sujet quand même. Mais on voit que le sujet traverse la société, enfin la parole se libère, et effectivement on voit que ce type de sujet ça traverse aussi l'entreprise, et donc et les entreprises, ce qu'on observe, c'est qu'elles sont de plus en plus proactives sur ce sujet. Donc il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui prennent des actions sur le sujet de la santé des femmes et incluant le sujet de la santé des femmes seniors. Donc on voit quand même un mouvement sur ce sujet, une ouverture, et je pense que c'est très positif parce qu'effectivement il faut que les managers aient aussi les outils pour, comme le vôtre pour pouvoir l'accompagner. Poser ces sujets, parce qu'il faut que les RH soient aussi impliqués en disant à leurs managers, ces sujets-là doivent être posés dans la grille de questions que vous posez à vos collaborateurs. Il ne faut pas attendre que la collaboratrice vous en parle. Non, vous êtes d'accord? Il faut aussi que le manager soit un peu proactif sur ce sujet, non? Il faut qu'il puisse avoir les outils en fait à disposition, parce que le manager, il ne peut pas le créer lui-même. Il a besoin il faut que chacun soit dans son rôle, mais il a besoin d'avoir les outils à disposition. Juste dans votre livre, vous dites que c'est l'enjeu intergénérationnel, mais on l'entend aussi pour les hommes, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de salariés. Et il y a quand même plus d'1,5 million de seniors qui sont à Pôle emploi ou à France Travail. Comment on fait de l'intergénérationnel? Parce qu'il y a le maintien en emploi des femmes de plus de 50 ans, et puis il y a aussi les femmes, il ne faut pas les oublier, qui sont dehors et qui cherchent un emploi et qui galèrent. Enfin, c'est-à-dire qu'elles envoient des CV, on ne leur répond pas. C'est plus dur que pour un homme, j'ai le sentiment. Oui, alors surtout le fait d'avoir un emploi à son niveau, en fait. C'est-à-dire que les femmes acceptent plus facilement de prendre un temps partiel, de prendre un temps partiel peu rémunéré, là où les hommes vont résister plus longtemps. Donc le chômage de longue durée des seniors hommes est un poil plus long
Donc on pourrait penser que c'est plus dur pour les hommes, mais c'est parce qu'ils n'acceptent pas ce que les femmes acceptent. En gros, je simplifie un petit peu. C'est très vrai. Et donc c'est vrai que du coup c'est compliqué de comparer, mais c'est un sujet intergénérationnel parce que c'est très dur pour les jeunes femmes et hommes aujourd'hui d'avoir un bon emploi, une bonne position. Le chômage des jeunes reste assez élevé. Il y a des tas de sujets comme ça qu'on peut... C'est les deux bouts de la chaîne qui sont... C'est les deux bouts de la chaîne. Parfois, c'est même au milieu, avec la pénalité maternelle. En fait, il y a des tas de sujets qui sont intergénérationnels. Si on prend le sujet, par exemple, de l'accès au logement, qui est un gros goulot d'étranglement dans le monde du travail, c'est un sujet qui peut toucher des femmes de 50 ans en train de divorcer et qui ne peuvent pas rester dans le domicile. Voilà. Ça peut concerner un jeune qui cherche à quitter le domicile parental. Le Tanguy qui veut s'enfuir. Exactement. Donc quelqu'un de 26 ans et quelqu'un de 52 dans la même galère. Idem sur la maladie au travail et la place du corps au travail, que ce soit la santé mentale, on sait que les jeunes sont très très touchés, autant que si ce n'est plus que les seniors. Exactement. Que ce soit les problèmes de maladies graves type cancer. Alors, cancer, c'est un gros mot, je suis désolée de le prononcer, mais à mesure que la population active vieillit, mécaniquement, on a plus de cancer au travail. Mais hélas, ça touche aussi de plus en plus des jeunes. Donc voilà un sujet, l'accompagnement, le fait de ne pas perdre les collaborateurs qui sont frappés par des grosses épreuves, c'est un sujet intergénérationnel. Parce que même s'il y a moins de jeunes, heureusement, qui font face à ça, il y en a malheureusement de plus en plus. Donc tous les sujets, logement, maladie, santé mentale, etc., sont des sujets intergénérationnels et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses plus vite. Juste, Julia, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous proposez chez vous et comment vous regardez l'idée de les outils pratiques pour les accompagner, ces femmes? On les réunit dans des groupes d'empowerment, on fait des groupes mixtes hommes-femmes, on essaie de construire. Comment on fait là? Comment on imagine des programmes justement pour que ces femmes ne restent pas sur le bord de la route? Ce qu'on voit qui est déjà très important, c'est d'avoir des programmes à plusieurs niveaux. Donc ça veut dire un accompagnement individuel. Chez nous, ça passe par le fait d'avoir une plateforme, une application mobile sur laquelle on peut avoir un accompagnement personnalisé sur ses propres sujets. Donc typiquement, ça va pas être le même accompagnement pour une jeune manager qui vient de prendre un poste, qui est dans un parcours PME en même temps, et pour une femme plus expérimentée qui gère une situation de périménopause ou de ménopause ou qui prépare un départ à la retraite. Donc il faut l'adapter, capable bien sûr. D'adapter les parcours de façon très ciblée pour être au plus juste, avec un soutien qui soit et digital et en personne, avec des psychologues ou des coachs quand c'est nécessaire. Et il faut surtout que cet accompagnement personnel, individuel, ne se fasse pas au détriment d'un changement culturel et d'un accompagnement des managers. Donc ça veut dire aussi former les managers. C'est la quadrature. Exactement. À la juste équilibre, en tout cas. Détection des signaux faibles, contre les biais de genre, etc. Et formation du top management et de l'organisation pour changer la culture sur ces sujets-là. Caroline, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose Oui, je voulais revenir justement sur les biais et sur l'aidant. Certes, 60% des aidants environ sont des femmes, mais il y a un autre élément qui a été pointé par un autre rapport de la Fondation des femmes, c'est que pour les hommes, c'est davantage une aide financière. Pour les femmes, c'est davantage le soin et le soutien moral. Et ça découle quand même de beaucoup. La femme, c'est le care. C'est le temps passé. Et tout ce temps passé à apporter du soin et du soutien moral, c'est du temps où les femmes ne vont pas aux after-work, vont pas à tous ces éléments informels qui sont quand même assez essentiels pour identifier les postes qui pourraient se libérer, etc. Donc je trouve que c'est participer à la vie sociale de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire être là au moment où il faut pour gravir les échelons. Great Place to Work, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ce sujet et comment vous aiguillonnez aussi d'une certaine manière les entreprises sur ces enjeux de la place des femmes dites expérimentées, puisque c'est le sujet du jour, mais j'ai envie de dire plus largement des femmes dans l'entreprise? Nous, ce qui nous semble important, c'est effectivement d'avoir des actions à différents niveaux. Donc, ce qu'on observe effectivement, ce que je le disais, c'est de plus en plus d'entreprises qui se mobilisent ces dernières années autour de la question de la santé. Mais j'en parlais il y a quelques jours avec une entreprise qui me disait justement, il faut qu'on soit très vigilant sur la manière dont on agit parce que les femmes, notamment seniors, peuvent être victimes aussi de discrimination du fait des actions qui sont menées. Elles sont perçues comme plus fragiles, plus fragiles, etc. Donc, il faut avoir un discours qui soit très adapté et très fin auprès des managers pour qu'ils prennent en compte le sujet, mais qui est pas une discrimination accrue envers ces femmes seniors. La phrase violente, tiens, va donc faire la formation avec le groupe senior.
Toujours très classe dans une entreprise, ça. Non, mais c'est vrai. Vous dites quoi? Il faut les accompagner pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes dans l'entreprise. C'est ça aussi votre façon de plus penser. possible avec des gens d'âge différents, en fait. Donc, même si l'accompagnement personnalisé, il reste différencié, mais les actions, elles doivent être collectives, elles doivent embarquer toutes les générations. On a besoin d'être entouré de gens plus vieux et plus jeunes que soi. C'est absolument profondément un facteur d'épanouissement. Vital pour l'entreprise, vital pour l'entreprise, vital pour la transmission des compétences, vital pour le fait de se projeter dans une carrière, se projeter dans l'avenir d'un projet, que ce soit en regardant quelqu'un de plus jeune qui va prendre la suite, ou que ce soit en regardant quelqu'un de plus âgé en qui on peut s'identifier et se dire, tiens, j'ai un avenir dans cette organisation. Merci à vous, mesdames. Merci Laetitia Vito. Votre livre, on va le découvrir, L'atout âge ou L'atoutage, qui est un jeu de mots. Faire la liaison. Un toutage, un jeu de mots de l'auteur ou de l'autrice. 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en France et en force. Édition Erol, écrit par Laetitia Vito. C'est pas votre premier livre, c'est au moins votre 4e ou 5e livre. 5e livre. Merci à vous. Et puis je remercie évidemment Juliane Elbiz, cofondatrice de TIL. Vie bien équilibrée, perso et pro. Et merci à vous, Léa Binet-Ferté, directrice générale adjointe de Great Place to Work France. Et merci à Caroline de Senneville qui m'accompagne, c'est toujours un plaisir. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et merci à toute l'équipe, bien sûr, Nicolas Juchat. Et je n'oublie pas aujourd'hui Paul, notre ingénieur du son. Il va très mal le prendre. À bientôt.